Bienvenue sur Good Visa, le podcast pour prendre soin de soi et découvrir le monde. Partez à l'exploration de votre monde intérieur et de celui qui vous entoure. Je m'appelle Camille et je vous souhaite une bonne écoute. Pour ce 6e épisode de Good Visa, je reçois Jigme, créateur de contenu. D'origine franco-tibétaine, Jigme va nous raconter un de ses voyages coup de cœur, le Népal. Atmosphère, paysages, culture locale et gastronomie, laissez-vous emporter par les anecdotes de Jigme sur ce pays toit du monde. Nous aborderons aussi rapidement quelques-uns de ses voyages en Asie. Longtemps youtubeur avec ses vidéos humoristiques aux millions de vues, Jigme s'est récemment installé en Dordogne où il partage désormais des vidéos de son quotidien sur les réseaux avec son potager et des recettes de cuisine. Le bien-être passe aussi par la nature et Jigme se forme en permanence, notamment en permaculture, cette nouvelle méthode d'agriculture alternative. Jigme apprend à mieux observer les cycles qui passent et nous partagera cette nouvelle passion pour les écosystèmes, sans oublier la cuisine. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Jigme. Bonjour Camille. Merci d'avoir accepté mon invitation, ça fait une éternité, on était en train de se dire qu'on ne savait pas parler. Comment tu te sens aujourd'hui ? Eh bien, très très bien, ma foi. C'est l'automne, il y a un peu moins de choses à faire, mais bientôt beaucoup de choses à faire. Ouais. Donc, je suis quelque part entre repos et bientôt beaucoup d'activités. Super, donc tu recharges les batteries avant de tout lancer. Exactement, avant de tout épuiser pour l'hiver. Alors, pour commencer, je voulais, comme à mon habitude, j'aime bien expliquer pourquoi, comment les invités se retrouvent dans l'émission. Donc, ce qui est quand même très drôle, c'est qu'on a fait les mêmes études, c'est-à-dire le chinois. Ça existe encore. Tout à fait. Et en fait, toi, tu étais dans la promo juste au-dessus de la mienne. Pardon, on reparlera un petit peu de ton parcours, mais il s'avère que tu as travaillé pour l'Apple Store de Bordeaux. Et ça aussi, c'est quand même très drôle, parce que moi, j'ai arrêté de travailler pour l'Apple Store de Bordeaux fin 2011, début 2012. Et il me semble que c'est à ce moment-là que tu as rejoint la nouvelle vague de recrutement. Tout à fait, je suis arrivé en janvier 2012. Voilà, donc je pense qu'on s'est loupé à quelques jours, mais pour le coup, on a quand même pas mal d'amis, de connaissances en commun de l'Apple Store. Et le dernier petit point, c'est qu'en fait, donc tu nous parleras aussi de tes origines, de plein d'autres choses, mais c'est vrai qu'on s'était croisés dans des expositions de peinture de Yann Le Toumelin, qui était la maman de Mathieu Ricard, l'interprète du Dalai Lama pour le français. Donc voilà, on s'est croisés à plusieurs reprises et je me suis dit, tiens, il y a un pays, à mon avis, Jigme aura sûrement plein de choses à nous dire là-dessus. Donc voilà, on va revenir sur tout ça. Et pour commencer, est-ce que tu veux bien donc te présenter avec tes propres mots et peut-être nous donner un fun fact que tout le monde ne connaît pas ? Oh là là, un fun fact, ça fait longtemps que j'ai... Rappelle de l'exercice. Oui, je me rappelle de l'exercice, il faut que j'en retrouve d'autres parce qu'au fur et à mesure, je les écoule tous, mes fun facts. Je m'appelle Jigme, je suis franco-tibétain, né à Sarlat, j'ai grandi dans le Périgord noir jusqu'à mes 18 ans. Après, je suis parti grosso modo à Bordeaux faire les études supérieures et depuis 3 ans, je suis de retour dans le terre-terre natal. Voilà, donc je fais principalement, moi je suis dans la production audiovisuelle, de production de vidéos, photo aussi à la base, même si l'exercice est un petit peu de côté en ce moment, mais j'aimerais bien m'y remettre et qui plus est dans la photographie macro, donc on en reparlera peut-être. Et grosso modo en ce moment, ma vie tourne autour de la nourriture et de la transformation de la nourriture, donc le potager et la cuisine. Super, et le petit fun fact alors ? J'ai failli oublier. Le petit fun fact, tu parlais de Mathieu Ricard et Diane Le Toumelin, il s'avère qu'en fait je les connais très très bien depuis, très très bien. Je les ai connus depuis gamin et j'ai même une photo de moi tout gamin avec Mathieu Ricard et Yann Le Toumelin. J'ai quelques-uns de ces tableaux. Trop bien. Et c'est vrai que c'est... Bref, on aura l'occasion d'en reparler, mais Mathieu Ricard, j'espère aussi pouvoir le recevoir dans le podcast parce que je pense qu'il aura des millions de choses à nous raconter sur le Tibet, sur la méditation. Donc, je lance un petit vœu à l'univers. Donc, il y a un autre petit aspect aussi. La plupart des gens te connaissent pour ce côté YouTuber parce que donc, tu as lancé en 2012 ta chaîne Les Clichés de Jigme. Donc, c'est des vidéos humoristiques sur les clichés, sur les stéréotypes. Tu as rapidement eu des millions d'abonnés, des millions de vues sur tes vidéos.
Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer, parce que je sais que tu as fait plein d'interviews, tu as fait d'autres podcasts, mais quand même qu'on lâche 2-3 petits mots là-dessus. Comme d'habitude, hein, c'est toujours un peu de hasard, beaucoup de chance et être au bon endroit au bon moment. En gros, moi à la base, j'étais donc embauché à l'Apple Store en 2012 et en fait 6 mois après, j'ai lancé cette chaîne parce que j'avais déjà pour objectif de me faire recruter comment dire, dans la production audiovisuelle. Donc en gros, ces vidéos pour moi, c'était plus comme un book, en quelque sorte, pour vraiment montrer ce que je savais faire, même si j'étais absolument pas professionnel, hein, totalement autodidacte. Et c'était plus une manière d'exposer un peu ce que je savais faire en termes de captation d'image et après de montage. Et donc ça a commencé comme ça, c'était plus sur une volonté de montrer ce que je savais faire et déjà de partir de l'Apple Store à peine j'étais embauché. Parce que je me suis dit qu'en fait ce métier, ces métiers créatifs, c'est hyper intéressant parce que à mes yeux, c'est pas forcément la réalité, c'est quand même quelque chose qui se renouvelle beaucoup, on est sur beaucoup de projets nouveaux. Après, la réalité fait que les process sont quand même toujours les mêmes, c'est fondamentalement toujours le même exercice. Mais ce qui est intéressant, c'est que les sujets abordés peuvent être divers et variés, et ça c'est chouette. Donc là, je parle vraiment de la production, on va dire, classique. Là, sur Internet, c'était un exercice un peu plus marrant parce que c'était pas une prestation pour qui que ce soit, donc moi je pouvais faire ce que je voulais, donc tant qu'à faire autant faire un truc marrant, et parce que si c'est marrant à produire, et si ça peut faire marrer d'autres personnes, pourquoi pas. Et du coup j'ai commencé comme ça, une première vidéo, une deuxième vidéo, une troisième vidéo, et puis à un moment la mayonnaise a pris pour des raisons inexplicables, si ce n'est la chance, le hasard, et le bon endroit, bon moment, et voilà. Et qu'est-ce qui a fait que progressivement, en fait, avant que tu aies une réflexion qui évolue à ce sujet, est-ce qu'à un moment, tu t'es pas senti presque dépassé quand tu as vu de l'ampleur que ça prenait, les partenariats qui grossissaient? J'ai fait une petite recherche, j'avais oublié que tu as rencontré Tom Cruise, tu t'es retrouvé dans plein d'events. Ça a dû te faire bizarre peut-être à un moment quand tout s'est rapidement emballé? Oui et non, ça n'a pas fait bizarre. C'est toujours, il y a un côté fascinant, pas fascinant au sens où on court après cette fascination, mais c'est comment dire. En fait, ça m'a pas fait grand-chose dans la mesure où j'avais déjà vu ce genre de milieu avec entre très gros guillemets l'argent, la fame, etc., etc. Parce que, alors ce qui est assez marrant, on va parler voyage du coup, rien à voir avec le Népal. 2011, en fait, c'est le moment où moi j'arrête mes études supérieures en Master 1 parce que je réalise que le Master 1 LEA anglais-chinois qui s'appelait MNI à l'époque, Management et Négociation Interculturelle, et ben c'était à mes yeux du pipeau. Et enfin, ça me convenait pas parce que je suis pas très scolaire. Et en fait, je me suis dit, tant qu'à galérer, autant galérer tout de suite et aller chercher du travail tout de suite. Et en fait, 2011, je fais une sorte de demi-année sabbatique où à un certain moment, je travaille chez mes parents et une autre partie du temps, j'ai pu un peu voyager. J'ai eu la chance de pouvoir voyager. Et là, pour le coup, de voyager à Hong Kong, une amie d'amis qui, en gros, était sur Hong Kong pour des événements. Et je m'y suis rendu. Et là, pour le coup, je me suis retrouvé propulsé dans les familles les plus riches de Hong Kong. Vraiment, des univers, mais absolument démentiels. Genre la famille qui avait, je sais pas combien de jets privés, ils jouaient au Mahjong, qui perdaient des grandes 10 000 euros. Alors toi, c'était en fin d'études. Tu te dis, ah oui, t'as perdu 10 000 balles. Ok, d'accord. C'est bizarre. Tandis que les potes, ils jouent au poker à coup de 5 balles. Là, c'était 10 000 euros. Et puis, bon, c'était l'argent du pain, quoi. Et donc, quelque part, en fait, j'avais déjà baigné dans ces milieux-là qui sont, somme toute, et sans jeter la pierre ou quoi que ce soit, mais assez superficiels, entre guillemets. Et quelque part, ce milieu de la création sur YouTube, etc., on retrouve les mêmes travers humains, mais sans non plus, sans aucune critique, évidemment. On est toutes et tous humains. Mais du coup, en fait, ça m'a pas vraiment dépassé, ça m'a pas non plus fasciné. On peut dire que ça m'a surtout plu de pouvoir créer ce que je voulais tout en gagnant ma croûte. Et ça, pour le coup, c'était un luxe. Et mon père a toujours dit, travailler c'est bien, mais travailler en faisant ce qu'on aime, c'est encore mieux, c'est une chance. Donc là, pour le coup, j'étais plus chanceux, je me sentais plus chanceux que dépassé. D'accord. Et justement, tu viens de mentionner les voyages, on va peut-être en profiter pour plonger dans le sujet.
Donc tu nous racontais que tu es d'origine tibétaine, il me semble que c'est du côté de ton papa. Tout à fait. Et donc tu me racontais en off que tu as pu voyager au Népal. Tout à fait. Alors, c'était... on est en quelle année 2017 ou 2018? J'ai un tout petit doute. Ça doit être ou peut-être de 2016. Il faut que je te retrouve les dates, mais bref. Le Népal, pour le coup, là, il y avait un oncle à moi, donc côté de ma mère, qui avait ouvert, il fut un temps, une boulangerie en plein Katmandou. Et ça s'appelait Fred's Bakery. Et ils vendaient des super croissants, tout à la main, etc., etc., et du pain. Donc, une partie de sa clientèle était évidemment les expats, les ambassades et tout le tralala. Bien sûr, parce que quand on est à l'étranger, je me permets de t'interrompre, Ouais. s'il y a une chose qui manque aux Français, c'est le pain, c'est le Grave. numéro 1. Exactement. Et du coup, donc, il y avait un petit pied-à-terre, et je me souviens qu'on était allé avec mes parents, aller lui rendre visite, entre autres. Et pour le coup, le Népal, pour moi, j'avais déjà fait l'Inde auparavant. Alors, j'ai pas fait la vraie Inde, enfin, pour moi, l'Inde du Nord, l'Inde chaotique, entre guillemets. Ouais. J'étais plus, alors pas à Goa même, mais assez loin de Goa, enfin, toujours sur la côte. Donc, ça s'appelait Patnam, si je dis pas de bêtises. Et donc, j'ai connu un peu l'Inde du Sud, l'Inde un peu plus douce, avec beaucoup plus de mixité, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers en plus qui sont là pour les vacances / la fête, etc. etc. Et, mais pour le coup, le Népal, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus doux en termes d'attitude humaine que l'Inde. Pour moi, le parallèle que je fais souvent, c'est l'Inde, on a l'impression d'être chez les Parisiens, et il y a toujours un truc très dur, un truc très nerveux, très dur, des attitudes un peu... pas enfermé, enfin ça dépend. Et alors que l'Inde, c'est tout de suite, les gens sont hyper gentils, hyper avenants, hyper bienveillants, tout va bien. C'est vraiment, c'est comme l'Inde en apparence, mais avec des gens beaucoup plus doux. D'accord. Et peut-être que si je peux me permettre une petite explication, parce que des fois les gens mélangent un peu Tibet, Népal, Bhoutan, ils n'arrivent pas à bien se situer. Donc pour rappeler, le Népal, c'est un État indépendant qui est entouré par la Chine et l'Inde. Son type de gouvernement, c'est un gouvernement fédéral qui est dirigé par un président. Il y a un premier ministre. Ça a été sous l'influence donc de l'Inde pendant de nombreuses années. La capitale, c'est Katmandou, comme tu viens de le dire. Et après, on a le Tibet, qui est considéré comme une région autonome et une province de Chine, comme Taïwan et Hong Kong, dont tu parlais juste avant. Et donc, le gouvernement tibétain, il existe sous forme sous deux formes. Tu as le gouvernement chinois et le gouvernement en exil. Donc voilà, c'est un petit peu plus différent, et c'est effectivement dirigé par le Dalai Lama, qui est considéré comme le chef spirituel et politique du Tibet. Et après, en dehors de ça, il y a aussi le royaume du Bhoutan, qui est un pays d'Asie situé dans l'Himalaya. Donc voilà, c'est la petite partie géographique pour que tout le monde resitue bien. Donc tu te retrouves à partir en famille au Népal. Tout à fait. Donc au Népal, et pour le coup, c'était donc une visite pour aller voir mon oncle. Et au passage, c'était l'occasion d'aller visiter un peu les alentours. Alors, petite info intéressante, quand j'y étais, c'était donc post-tremblement de terre, je ne sais plus combien de mois après. Et c'était pile le moment où il y avait des blocus sur certaines denrées de la part de l'Inde qui disaient qu'évidemment, ce n'était pas eux. Mais il y avait des pénuries, mais vraiment des vraies pénuries de gaz, d'essence et de médicaments, semblerait-il. Alors, les seules choses que j'ai pu constater, c'était gaz et effectivement essence. Alors l'essence, parce que il y avait des files d'attente mais monumentales pour aller chercher quelques litres d'essence seulement. Et donc des fois, il y a des personnes qui attendaient vraiment plusieurs dizaines d'heures voire jours pour avoir leur même pas plein d'essence. Et idem sur le gaz, pour le coup, il y avait des livraisons ça et là, et les gens vraiment, ils se battaient pas, mais il y avait toute une foule pour récupérer sa bonbonne de gaz. Et pour le coup, c'était un moment où j'étais parti en petit voyage pour de la captation d'images avec ma meilleure amie, pour aller du côté de Pokhara, donc pour aller filmer les montagnes. Et je me souviens que on était arrivé à un peu en hauteur, un petit village un petit peu isolé, pour aller justement faire de la capta. Et il y avait un petit restaurant, on est arrivé, on était deux seuls, et on avait commandé des momos, donc c'est des raviolis, ça ressemble à des tteokbokki ou même des gyoza japonais. Et on avait commandé ça, et comme ils n'avaient pas de gaz, en fait, ils ont fait
cuisine au feu de bois. Donc, il fallait le Excellent. temps de démarrer le feu parce qu'il n'y avait pas d'autres clients. Temps de démarrer le feu, de cuisiner. Et ouais, on a eu le plat 1h30, 2 heures après. On était tranquille sur le toit du bâtiment à attendre. Et c'était cette époque où, justement, il y avait des problématiques d'approvisionnement, semblerait-il, à cause de l'Inde et toujours des relations géopolitiques un petit peu tendues, comme le Népal et entre le fer et l'enclume, entre la Chine et l'Inde, c'est un peu compliqué. Mais pour le coup, non, c'était Katmandou à cette époque, c'était un peu plus praticable dans la mesure où, comme il y avait moins d'essence, il y avait moins de gens qui circulaient, donc la circulation était moins chaotique. C'était peut-être d'ailleurs là-bas, je crois que j'avais commencé à prendre je crois que c'était là-bas. J'ai commencé à apprendre le scooter à Katmandou. Sympa comme initiation. Ouais, c'est un peu sport, mais en fait c'est marrant parce qu'avec du recul, souvent on voit des vidéos de la circulation en Inde, la circulation au Népal, et ça a l'air absolument chaotique. Mais pour y avoir circulé, alors quand bien même on dira c'était pas le moment où c'était plein à cause des pénuries d'essence, je trouve ça étonnamment fluide. En fait, ça fait comme une rivière. C'est vraiment, on conduit à l'intuitif et j'ai pas constaté d'accident. En revanche, comme il n'y a pas vraiment de normes de sécurité, les accidents, il y a un peu plus de casse, on va dire. Mais pour le coup, en termes de circulation, c'est hyper intuitif. À cette époque, il circulait encore beaucoup à coups de klaxon. Je sais pas si ça a changé parce qu'il y a plein de pays qui faisaient ça et au fur et à mesure, ils ont arrêté pour se normer un peu plus. Mais j'ai toujours trouvé cette circulation sans feu rouge, sans rien, hyper intéressante et vraiment rapide et très fluide et même presque agréable, j'ai envie de dire. Ah ouais, carrément. Ouais. Pas la première heure. La première heure, c'est d'un stress inimaginable. Et c'est fou parce qu'on retrouve vraiment, j'ai l'impression, cette façon de conduire un peu dans tous les pays d'Asie, enfin dans beaucoup de pays d'Asie, sans faire de généralité, bien évidemment. J'ai un petit peu vécu au Cambodge et je retrouve un peu ce que tu dis, où en fait, ils se déplacent en klaxonnant. C'est un peu leur moyen de dire me voilà, bouge-toi, ça veut dire un petit peu tout. C'est une méthode de communication. Et en Inde, le Népal, ils l'ont un petit peu aussi, mais en Inde, j'ai pu le constater un peu plus, c'est la loi du plus fort et du plus gros. Donc les camions, ils ont toujours la priorité, ils vont super vite du coup. Bien sûr. Et donc du coup, avec ta famille, est-ce que vous avez pu, malgré cette période qui semblait un petit peu compliquée avec ces pénuries, est-ce que vous avez pu visiter un petit peu ? Tu avais combien de temps pendant ton voyage ? Ah, c'était hyper court, c'était à peine une dizaine de jours. La Ok. plupart de mes voyages à l'époque, c'était très rapide. Les seuls qui ont duré un peu plus, il me semble que c'était un des derniers en date, c'était le Mexique où c'était un bon mois. Mais pour le coup, donc moi j'ai pu faire un peu Pokhara, sortir un peu de la ville parce que les capitales, comme dans chaque pays, à mes yeux, sont généralement peu représentatives du pays. Et pour le coup, Pokhara, on était un peu plus sur des espaces plus aérés, un peu moins pollués que Katmandou, qui est horriblement pollué. On se fait tout un joli cinéma du Népal, mais la capitale, c'est une horreur. Mais c'est génial en même temps. Sur Katmandou, après, alors soit dit en passant, Katmandou, c'est vraiment une ville assez incroyable parce que bon, ça reste quand même excessivement pollué, quoique là un petit peu moins dans la mesure où il y avait moins de circulation, mais c'est absolument incroyable parce que c'est entre pollution, propreté, modernité, tradition, spiritualité. Il y a des odeurs partout, il y a des couleurs, c'est hyper vivant. Et alors pour revenir un peu au sujet, nous on était partis assez souvent aussi dans le quartier de Bodnat, qui est un peu le QG de la communauté tibétaine. Et donc il y a un énorme stupa, donc c'est une structure entre guillemets religieuse. On peut les voir dans Tintin, ils appellent les Chorten, je crois d'ailleurs. Et pour le coup, c'était une petite visite de ce lieu qui est absolument magnifique et passage obligatoire dans les nombreux restaurants tibétains du coin. Avec des super momos faits à la main et évidemment donc une boisson fermentée de la dongba qui se boit à la paille, qui est absolument délicieuse. Ça tape un peu au crâne mais c'est super bon. Et petit achat aussi, on va dire obligatoire. Alors là tu les vois pas à la caméra, mais des drapeaux tibétains pareil faits et imprimés à la main. Et ça c'était vraiment un quartier encore un peu différent de Katmandou, qui était très très chouette. Super. Et justement, tu abordes un point que j'aime bien aborder dans les podcasts, c'est la nourriture.
Donc ça, si on peut revenir là-dessus, parce que donc, ce que j'ai cru comprendre, c'est que la cuisine népalaise, c'est vraiment influencé par à la fois la cuisine indienne et la cuisine tibétaine, comme tu viens de le dire. Donc là, tu nous parlais des momos, donc comme tu disais, ces petits dumplings d'origine donc tibétaine, qui sont très populaires au Népal, qui sont farcis donc de viande. Tu as différents types de viande, si j'ai cru comprendre, avec des légumes, puis après c'est cuit à la vapeur, et ils sont servis avec une sauce pimentée. Est-ce que tu as en tête d'autres spécialités locales que tu as pu goûter là-bas? Alors, parenthèse, les momos, donc souvent, officieusement, on dit que c'est un peu le plat national du Népal. C'est pas le vrai plat national, mais c'est vrai que c'est assez consommé. Les momos se mangent donc généralement, moi je les adore vapeur, mais ça se mange aussi frit. Un peu comme Ok. la plupart des dumplings asiatiques, hein. On retrouve un peu les deux variantes. Il y a évidemment les plus communs, ça va être à la viande. Donc chez les Tibétains, c'est plus viande de bœuf. Mais évidemment, il y a d'autres variantes sans viande, aux légumes, etc. etc. La petite particularité, généralement, les Tibétains, ils disent qu'un bon momo, c'est un momo dans lequel il y a un peu de bouillon. Quand on croque, ça explose dans la bouche. C'est un peu comme les xiaolongbao, où, pareil, on mange et c'est juteux, c'est pas sec à l'intérieur. Donc, un bon momo bien réalisé, normalement, est censé avoir un petit peu de bouillon à l'intérieur. Après, le plat vraiment emblématique du Népal, ça reste quand même le dal bhat. Donc, c'est vraiment le curry de lentilles servi avec des accompagnements, un peu de riz évidemment, des pickles. Petit fun fact, nous par exemple, quand on passe un certain âge, surtout les hommes, qu'on commence à avoir un ventre un peu bien rond, on appelle ça le bit de bière. Là-bas, ils appellent ça le bit d'Albat. Voilà. Excellent. Et pour le coup, c'est vraiment un plat qui est hyper facile à réaliser. Le curry de lentilles, ça devrait presque être un des plats étudiants par excellence parce que c'est pas cher du tout. C'est du riz, des lentilles, un peu d'épices. C'est pas cher à réaliser. C'est super simple. On peut en faire des grandes quantités. C'est hyper nourrissant. Ça plâtre bien. Et ce qui est assez marrant, c'est que dans ce dalbat, souvent, donc il y a plein de petits pickles à côté, plein de petits trucs à manger, et la viande vient vraiment en accompagnement. À chaque fois, sur leur grand plateau métallique, il y a un tout petit bol avec quelques petits morceaux de poulet, mais vraiment tout petit, c'est vraiment de l'accompagnement. Donc c'est quelque part, j'ai envie de dire, si on assemblait le tout dans un bol, ça ferait presque un Bouddha bol un peu plus relevé. Donc c'est vrai que tout ça, ça donne envie de découvrir cette cuisine. J'ai vu aussi qu'il y avait beaucoup de soupes de nouilles tibétaines. Est-ce que ça, tu as pu en goûter également? Oui, j'ai pu en goûter assez rapidement. Après, c'est pas forcément. En fait, moi, je suis un grand fan des momos. Je peux m'en gaver jusqu'à tomber dans le coma et m'endormir pour une sieste absolument sans fin. Euh, mais pour le coup, oui, comme les Tibétains à la base, c'est un peuple très montagnard. Forcément, les soupes, j'ai envie de dire, c'est un passage obligatoire. Mais j'ai quelques bouquins sur le sujet que je n'ai pas encore vraiment approfondi parce que il y a quelques petites sélections, mais ça ressemble un peu à peu près toutes les soupes qu'on pourrait trouver en Asie. Il n'y a pas Ok. de... Voilà. Oui, c'est pas fondamentalement différent. Et par rapport aux boissons, donc tu nous parlais de bière. J'ai vu qu'il y avait une bière tibétaine au goût de cidre assez fermier, une boisson produite par la fermentation donc des grains d'orge, et qu'il y avait aussi beaucoup de thé là-bas, donc le cha, Oui, tiens, c'est ouais. bien ça? Eh ben, là, justement, la bière fermentée, c'est cette fameuse boisson alcoolisée dont je parlais, qu'on boit à la paille et qui tape un peu au crâne. C'est super bon, j'ai découvert ça là-bas et enfin, j'ai adoré. Et le thé, donc c'est un thé un peu particulier parce que c'est un thé au beurre rance. Et voilà. Donc quand on va dans des restaurants tibétains, par exemple sur Paris, on peut très bien demander ce thé-là, le thé tibétain. Alors c'est pas vraiment avec du beurre rance, mais c'est quand même très particulier, un thé avec du beurre. Alors moi j'adore ça. Et je me souviens, un petit fun fact, j'étais allé dans un restaurant tibétain manger. Et comme j'adore ce thé-là, je lui ai demandé une tasse, puis une deuxième. Et le mec m'a regardé, il m'a dit: «T'es tibétain, toi?» J'ai fait: «Bah ouais.» Et parce qu'il dit: «Ouais, non, personne prend ça, quoi.» À Oui, il part les n'avait pas Tibétains. l'habitude. Voilà, mais le vrai, le traditionnel, l'authentique, c'est quand même un petit peu hardcore. On est quand même sur du beurre un peu rance, quoi, qui est mis dans le thé. Mais c'est riche, ça réchauffe. Et est-ce que c'est aussi épicé? Il me semble que des fois, ils peuvent mettre des épices avec des clous de girofle ou ce genre de choses, ou pas vraiment? Toi, c'était vraiment plutôt Ah oui, pur? il y a des versions de thé comme ça, j'ai envie de dire presque le chai, mais pour moi, le plus emblématique, c'est le thé au beurre.
plus que le chai. Vous prendrez quoi, monsieur? Un thé au beurre. Voilà. Oh, ça plairait aux Normands, je pense. Génial. Et c'est vrai que tu disais que donc c'est un peuple très montagnard. Est-ce que tu as pu te balader un petit peu dans tous ces paysages? Alors malheureusement non, parce que lors d'un précédent voyage, je voulais justement y aller, c'était en 2008, me semble-t-il. Je suis allé en Chine parce que j'avais une cousine qui enseignait l'anglais puis le français successivement en Chine. Et on est allé se balader. Et pour le coup, on avait prévu d'aller dans la région tibétaine. Mais malheureusement, c'était l'année des JO. Donc en fait, tout était fermé, verrouillé. Plus personne rentre et encore moins les étrangers. Donc, parce qu'elle me disait qu'à l'époque, elle s'y était rendue avant et en gros, on payait une sorte de douane, c'est l'équivalent de 20 euros, hein, donc voilà, c'est un droit de passage et on pouvait se rendre dans la région tibétaine. Mais là, pour le coup, c'était fermé, il n'y avait pas de solution pour y rentrer. Donc là, j'ai loupé le coche, mais quelque part, le Tibet, vu qu'il y a eu cette invasion chinoise et un repeuplement avec les Han, c'est un Tibet plus trop tibétain, j'ai envie de dire. On est plus sur une région supplémentaire de la Chine. À mes yeux, le pays ou les pays qui ont plus cette authenticité tibétaine, donc c'est forcément les régions où il y a la diaspora qui est relativement présente. Je pense effectivement au Népal, quartier Bodhnath, certaines parties d'Inde également. Mais surtout, le seul pays qui a cette authenticité actuellement, ça reste quand même le Bhoutan. Mais pareil, c'est très compliqué d'y rentrer. Où il faut avoir pas mal de sous ou pas mal de bons contacts, on va dire. Oui, parce que j'ai fait mes petites recherches. J'ai vu que tu en avais parlé dans un podcast avec un ancien collègue à nous, Ibnou, qui a le podcast Fonce. Et tu expliquais dans ce podcast que tu as voulu à un moment aller au Bhoutan. Et tu nous réexpliquais effectivement que quand tu vas aller au Bhoutan, maintenant, ils ont mis en place des sortes de forfaits que tu payes par jour pour visiter ce pays, pour préserver justement la beauté, j'imagine, de ce pays. Et comment ça se fait que tu as voulu justement partir découvrir aussi le Bhoutan? Et ben, c'est cette époque où en fait, on est fin 2011. J'avais donc arrêté le master, j'étais allé à Hong Kong. Je commençais à me mettre un peu à la vidéo parce que j'avais troqué mon matériel photo pour du matériel vidéo. Et avec ma meilleure amie, on avait pour but en fait de partir au Bhoutan pour faire un documentaire, mais sans aucune expérience du tout, hein. C'était vraiment full autodidacte. On ne sait même pas comment ça se vend un documentaire, combien ça se vend, est-ce que c'est intéressant, qui finance quoi, etc., etc. Et donc le Bhoutan, à nouveau, pourquoi là-bas? Parce que c'est riche en couleurs, c'est quand même un pays qui est fortement influencé par le bouddhisme, qui reste quand même la religion d'État, j'ai envie de dire. Même, c'est même pas une religion, en fait, tout le monde enfin la plupart des gens, je ne vais pas dire tout le monde, mais est bouddhiste là-bas. Et le Bhoutan, en plus, c'est un pays qui est quand même très préservé en termes de forêt, entre autres. Et surtout, ils sont assez connus pour ce fameux BNB, donc Bonheur National Brut, et non pas PIB qu'on a l'habitude de mesurer en Occident. Donc ça paraissait être un lieu assez idéal avec surtout un fort potentiel de belles images. Donc malheureusement ça s'est pas fait parce que j'ai eu un CDI à l'Apple Store et donc voilà, donc un de ces quatre j'irai aussi, mais effectivement ça reste très cher. Autrement il faut, parce qu'ils ont fait un système où en gros pour éviter le tourisme de masse on paye, alors je sais plus combien c'était, mais c'est peut-être 200 ou 250 dollars par jour avec passage par tour opérateur. C'est assez guidé, donc c'est pour éviter j'imagine les va-nu-pieds comme l'Inde. Il fut un temps, ils ont envie peut-être de se préserver de ce genre de tourisme. Et en même temps, ce que je trouve assez hallucinant, c'est que j'ai vu sur Instagram, le gouvernement du Bhoutan à mon avis, investit énormément sur sa campagne de réseaux sociaux parce qu'ils ont un compte Instagram où ils mettent énormément de photos magnifiques. Et j'aimerais bien revenir sur cet aspect où tu disais tous ces paysages différents du Bhoutan. J'imagine que c'était quand même assez similaire pour le Népal, parce que donc le Népal, de ce que j'ai cru comprendre, il y a plusieurs régions, avec d'abord le Terai dans le sud du Népal, où c'est caractérisé par un peu ces terres fertiles, ces plaines et ce côté jungle. Après, tu as aussi donc, les collines, avec la partie qui s'étend des plaines du Terai jusqu'aux montagnes de l'Himalaya, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas mentionné tout à l'heure, mais c'est quand même donc, là que se trouve l'Himalaya.
Ensuite, il y a aussi la vallée de Katmandou qui est donc entourée par les chaînes de montagnes et ensuite donc l'Himalaya. Et toi, quand tu es arrivé, est-ce que tu as pu voir cette diversité au final de richesse d'altitude parce que tu te retrouves de la jungle, ensuite tu aperçois l'Himalaya, qu'est-ce que ça t'a fait tout ça? Ah bah, alors, depuis Katmandou, c'est pas commun de voir l'Himalaya à cause de la pollution. Ah ouais? Ouais, 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 ouais. De- Là, il me semble qu'il y a une journée où j'ai pu voir. C'est comme Pékin, je me souviens, Pékin, c'est la ville, elle est sous un dôme gris, c'est absolument infâme. Là, quand j'y étais allé, c'était 2 semaines où c'était gris, 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 pollution, pollution, pollution. Et ah ouais, ouais, ouais. Incroyable. Et pour le coup, Katmandou, c'est un petit peu comme ça. Il y a une journée où effectivement, de loin, depuis les toits des maisons, on peut entreapercevoir la chaîne de l'Himalaya et c'est très beau. C'était encore absolument plus merveilleux à Pokhara parce que là, pour le coup, pas de pollution et on était beaucoup plus, on était plus proche, on va dire, de cette chaîne-là. Et non, non, c'est absolument magnifique, hein. Chaque prise de vue, c'est un tableau à part entière. Il y a d'une part tous ces monts avec de la roche, avec de la neige. On est sur du blanc, du bleu, du gris. Et puis nous, on est sur une zone qui est avec beaucoup de vert, beaucoup de verdure. Les petites bâtisses en fond dans le contrebas de la vallée. Enfin, c'est magnifique. C'est juste magnifique. Bah, c'est drôle parce que bon, les auditeurs auditrices n'ont pas les images, ils vont juste avoir le son, mais c'est vrai que là, j'ai Jigme en face de moi qui ferme les yeux, hein. J'ai l'impression que tu te replonges dans ces paysages, que là, t'es reparti là-bas, j'ai l'impression. Ah ouais, 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 je le revois. Non, c'est très très beau. C'est absolument magnifique. Et est-ce que tu as pu échanger un petit peu avec la culture locale? Avec les locaux, pardon, excuse-moi. Oui, 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 rapidement, j'ai pu échanger avec la culture locale, les Tibétains aussi, donc à Bodnat, je suis en train de réfléchir. Donc forcément, hein, l'oncle en question avait et a toujours beaucoup d'amis là-bas. Donc on a pu voir un peu beaucoup de personnes, somme toute, comme toi et moi, hein, lambda, des gens, des citoyens d'un pays. Et non, non, ils sont vraiment, c'est vraiment très doux, très tranquille. Everything is fine. Et même s'il leur arrive les pires malheurs du monde, comme le tremblement de terre, oh, it's okay, it's karma. Et voilà. Ouais, ouais, on est. Ouais, ouais, c'est assez marrant. C'est une autre vision du monde à 10 000 lieues de l'Occident. Mais moi qui me correspond, je dois avoir un petit peu ça dans les gènes et probablement un peu dans l'éducation aussi. Donc j'ai envie de dire, j'ai presque comme à la maison en termes de fonctionnement de pensée, on va dire. Et c'est incroyable parce qu'encore une fois, ça me rappelle beaucoup le Cambodge où c'est un peuple, il leur est arrivé des atrocités mais pas croyables. Et même s'ils sont, j'ai rencontré des gens qui étaient dans une pauvreté extrême, qui avaient vécu des drames pas croyables dans leur famille. Et pourtant, ils te parlent et ils te disent il fait beau aujourd'hui, tout va bien, la vie est belle, est-ce que tu vas manger alors qu'ils n'ont même pas de quoi se nourrir vraiment eux-mêmes. Et comme je dis, everything is fine. Ouais, voilà, ils sont dans un lâcher-prise. C'est une autre vision des choses et c'est probablement lié à la philosophie / éducation / religion, ce qu'on veut. Mais on est sur un lâcher-prise assez intéressant. Ou une vision du monde tout autre que la vision occidentale. Complètement. Et justement, en parlant de religion, j'ai vu qu'au Népal, il y avait quand même beaucoup l'influence de l'hindouisme. Est-ce que toi, tu as remarqué donc ce mélange qui a l'air d'être assez fluide entre bouddhisme et hindouisme? Tu parlais donc des stepas que tu as pu voir. Est-ce que tu as ressenti un petit peu aussi cette influence hindoue? Ah oui, 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 carrément. C'est un peu comme l'Inde où j'ai envie de dire sur une échelle encore plus petite, je me souviens l'île Maurice m'avait un peu plus marqué comme ça parce que c'est un concentré de plein de religions et tout a l'air de bien fonctionner. Et c'est vrai qu'au Népal, on peut voir plein de temples de confessions différentes. Et idem sur la partie près de Goa, je me souviens qu'il y avait énormément de temples hindous et à côté des églises catholiques. Et c'est parce que c'est une région, il me semble, qui était anciennement portugaise, si je ne me trompe pas. Donc, grosse influence du monothéisme dans cette zone-là. Et tout a l'air de fonctionner, en fait. Donc, tout le monde se tolère et c'est everything's fine again. Donc, non, non, c'est très agréable de voir ça parce que, à nouveau, hein, c'est comme je fais le parallèle un peu, peut-être un peu bancal, mais avec la circulation, c'est le bordel, mais en même temps, c'est fluide. Toute une autre philosophie de vie, comme tu le dis.
Et on parle religion, mais j'ai vu qu'il y avait encore certains mythes qui persistaient au Népal, tu vas me corriger si je me trompe, sur le Yeti et le fameux bonhomme des neiges qu'ils appellent le Sasquatch, si j'ai bien retenu. Je suis incapable de te dire là. J'ai pas fait de doctorat sur ce sujet-là. Parce qu'apparemment, je savais pas que ça vient de là, en fait, la légende du bonhomme des neiges et du Yeti. Donc voilà, c'est un peu les mystères de l'Himalaya où, en fait, les peuples locaux, apparemment, parlent encore de cette bête sauvage. Et pour faire la petite transition, en parlant de bêtes sauvages, est-ce que tu as aperçu un petit peu la faune et la flore au Népal ? Je n'ai pas vu à cette époque, j'étais pas penché trop sur ça et je me souviens pas avoir vu des animaux, si ce n'est des vaches ça et là, des poulets évidemment, mais on va dire les grands classiques qu'on peut voir en Inde ou au Népal. J'ai pas vu, non, j'ai pas vu d'animaux étranges et encore moins de Yeti ou autre Bigfoot. Parce que je sais pas si tu le savais, mais apparemment, en fait, au Népal, il y a plus de 180 espèces de mammifères, plus de 30 espèces de grands animaux sauvages, tu as plus de 800 espèces d'oiseaux, 600 types de papillons de nuit, enfin voilà, plein d'espèces de papillons. Et en fait, c'est aussi là qu'on peut trouver les tigres royaux du Bengale. Je savais pas qu'il y en avait aussi au Népal. Tout à fait, mais alors à cette époque-là, je crois que j'en avais rien à faire. Ça aussi, ça montre que on évolue selon nos voyages, parce que j'imagine que si tu y es retourné aujourd'hui, d'ailleurs, est-ce que tu as envie de retourner un jour au Népal ? J'adorerais, évidemment, j'adorerais. J'irais sous un tout autre angle. Je pense que niveau bouffe, j'irais encore plus loin pour aller chercher les petites perles localité. Et forcément, en sortant de la capitale, oui, en termes de plantes, je suis sûr que j'irais même faire le nécessaire pour trouver des graines un peu spécifiques et des trucs à faire pousser à la maison. Ça, sans hésiter. Ça nous fait une super transition, parce que j'ai vu que tu le disais je me permets de reprendre ta citation dans une interview, où tu es parti, donc on parlait tout à l'heure des vidéos YouTube, où donc tu as raconté des salades, et où tu t'es retrouvé maintenant à les planter. Tout à fait. Pas que des salades, mais... Voilà, pas que des salades. Et c'est vrai que dans ton discours sur le Népal, où tu me racontes que tu as donc un oncle qui avait une boulangerie, tes parents aussi ont un restaurant, je commence un petit peu à mettre les pièces du puzzle ensemble et de comprendre cet engouement en fait pour la cuisine. Donc on revient un petit peu sur l'histoire. Donc tu faisais tes vidéos YouTube. Au bout d'un moment, tu as commencé un petit peu j'imagine, à te lasser et à avoir envie d'une recherche d'un nouveau challenge. Ou comment ça s'est passé justement de te retrouver aujourd'hui au fin fond de la Dordogne avec ton domaine, j'ai envie de dire, avec toute cette agriculture et cette permaculture dont on va parler? Alors, il y a plein de facteurs différents qui vont s'étendre sur plusieurs périodes de temps, des périodes courtes, moyen temps ou même des temps un peu plus longs. Sur le temps, on va dire un peu YouTube, le truc de YouTube, c'est que ça, récemment, il y a quelques années, ça commençait à être vraiment comme toute plateforme façonnée par des algorithmes qui façonnent aussi ce que les gens attendent sur une plateforme, indirectement. Et le truc de ces productions en fait que je faisais, moi c'était plus de la fiction, il fut un temps, donc j'ai diversifié sur d'autres sujets. Mais la fiction, c'est long à produire, enfin c'est long à écrire, c'est long à tourner, c'est long à monter. Et une production bien faite comme moi j'aime faire, ça met un bon mois facile, voire plus en fonction de ce qu'on veut faire. Et YouTube poussait de plus en plus donc toujours ces problématiques de productivité, donc il fallait produire beaucoup plus, des formats plus longs, plus régulièrement. Et c'est un rythme insoutenable, à part si on fait des formats très très simples, donc d'où la diversification sur des formats un peu plus face caméra, beaucoup plus faciles à produire et qui vont être plus du consommable et de l'alimentaire, j'ai envie de dire. Et à terme, donc moi je suis allé plus sur ce sujet de la cuisine parce que d'une part, c'est ce que je voulais faire avant même de commencer à me retrouver projeté sur YouTube. En sortant des études en 2011, moi, sur ces histoires à Hong Kong, j'avais ces contacts où potentiellement après, j'avais pour idée d'ouvrir un restaurant avec les contacts là-bas aux États-Unis, un restaurant français. Donc ça s'est pas fait parce que trop jeune et pas assez ambitieux, pas assez la rage au ventre et voilà, encore, on va dire un petit peu timide. Et donc la cuisine, c'est quand même quelque chose dans lequel j'ai relativement baigné au cours des années. Et finalement, je suis revenu sur des formats vidéo. Et là, donc là, on est sur un temps, on va dire, un peu moyen, un peu long.
Et on va dire un temps très très court qui a été une sorte de catalyseur, et je pense pour pas mal de personnes, c'est 2020, les confinements. Et tout d'un coup, je réalise que non, en fait, la vie à la campagne, en voyant mes parents qui sont en train de faire leur potager, c'est vachement cool. Et attends, j'ai un métier numérique, mais je peux être à la campagne, faire mes vidéos et en plus avoir de l'espace et avoir quand même un sentiment de liberté, entre guillemets. Et qui plus est, donc ça c'était sur un temps pareil long, mais un peu plus tard, la suite logique de la cuisine, quand on aime bien cuisiner, c'est de faire en sorte d'avoir des bons ingrédients. Et les ingrédients, on les trouve chez les personnes qui les produisent. Ou encore mieux, si on veut faire de tout de bout en bout sur cette chaîne de production, et on les produit soi-même. Et donc, l'idée d'avoir un terrain, forcément, c'est de produire ses propres légumes et être en autoproduction et avoir des légumes qui sont frais de chez frais de chez frais. C'est-à-dire que là, les blettes, je les prends dans le jardin, elles sont cuisinées dans la demi-heure, quoi. Il n'y a pas de transport, il n'y a rien, elles sont fraîches, elles sont vraiment fraîches. Donc il y avait cette volonté-là, en fait, de travailler l'essence même du produit, travailler le produit lui-même et surtout de comprendre tout le processus de la graine jusqu'à l'assiette. Oui, parce que donc tu as commencé donc, on accélère un petit peu les étapes, tu te retrouves en Dordogne et là tu te dis, ça y est, j'ai vraiment envie de me lancer dans... Est-ce que tu t'es tout de suite dit de me lancer dans la permaculture ou d'abord tu t'es dit je vais faire mon potager et puis je vais prendre un petit peu les choses comme elles viennent? Non, ça a été un processus long, hein. Souvent, on constate les choses et on se dit le chemin a été super court, mais c'est un long chemin et souvent les grands changements prennent 4 saisons, on va dire. Et là, pour le coup, donc ce déménagement de la ville jusqu'à la campagne, donc à nouveau dans mon terre natal, c'était en fin 2020. Et grosso modo, j'ai continué à faire un peu de contenu cuisine, on va dire classique, pendant une année. Et jusqu'à la fin d'année où j'ai arrêté. Et juste après, d'ailleurs, j'ai suivi une formation en agroforesterie syntropique chez Nalteri. Une quoi, pardon? Une formation, j'ai suivi une formation d'agroforesterie. Donc, c'est de l'agroforesterie, mais syntropique. Donc, c'est un doux terme qui décrit en fait plein de... C'est une technique de permaculture parmi tant d'autres. Donc, permaculture, c'est un peu la casse-fourre-tout où on fourre tout ce qui fait du bon sens, on va dire. Et pour le coup, donc c'était 5 jours chez cette dame Nalteri qui a ouvert pas mal de fenêtres. En gros, ça a été un super accélérateur, moi, pour rechercher un peu d'autres trucs derrière après. Et en fait, fin 2021, je suis cette formation de 5 jours. Et début 2022, en fait, je me dis, je vais faire une pause sur un peu les contenus et je vais me concentrer sur le jardin, sur le potager. Donc, il y a quand même eu 1 an d'atterrissage pour après commencer une première année de potager, donc qui était l'année dernière en 2022. Et entre-temps, si j'ai bien fait mes recherches, tu t'es lancé aussi dans un CAP cuisine, carrément, en autodidacte? Ouais. En gros, le petit truc marrant, c'est que c'était un partenariat avec un organisme de formation. Et dans le cadre du partenariat, en fait, je pouvais passer mon CAP en candidat libre. Donc, j'ai eu tous les cours comme n'importe quel candidat libre. Et je l'ai passé en candidat libre en juin ou juillet, je sais plus. Bon, bref, en été 2021. Et donc, CAP obtenu. Et puis, un de ces 4, j'aimerais bien faire d'autres CAP pour le fun aussi. Toujours dans la cuisine? Pas que, ouais, j'aimerais bien cuisine, certes, pâtisserie, j'aimerais bien, mais les stages sont obligatoires et avoir sa boîte et faire des stages de côté, c'est quelque peu complexe. Et non, sinon, après, j'aimerais bien d'autres. Alors, pour l'instant, on va dire, c'est de l'ordre du fantasme, me faire des trucs qui peuvent m'être utiles pour ce que je souhaite faire après, par exemple, un CAP électricien, truc de plomberie ou bien même ébéniste. J'aimerais bien des trucs un peu plus, tout aussi manuel, pas un peu plus, mais tout aussi manuel, mais dans d'autres thématiques. Donc en fait, si je comprends bien, ta soif d'apprendre, elle est sans limite. Ah ouais, si on n'apprend plus, on se repose sur ses lauriers et puis on s'ennuie. Il y a tellement de choses à apprendre et il y a encore plus sur tout ce qui est jardinage et plantes, c'est absolument sans fin, c'est juste fascinant. J'adore. Et justement, si on peut revenir sur tout ce qui est permaculture pour expliquer un petit peu à l'audience, même moi j'avoue qu'avant de me lancer dans le sujet, j'étais pas forcément familière là-dessus. La définition, donc c'est la contraction des termes permanent et agriculture, et c'est donc une forme, de ce que j'ai cru comprendre, une forme d'agriculture alternative qui respecte la nature. Qu'est-ce qui fait que tu t'es tournée vers cette forme d'agriculture ? Alors c'est marrant parce que la description, c'est une forme alternative alors que c'est la forme la plus logique de cultiver les choses dans la mesure où c'est inspiré de cycles naturels, mais entre guillemets en version accélérée.
Généralement, quand on parle de permaculture, c'est qu'on va essayer de faire en sorte que ça soit durable. Donc pareil, c'est logique d'avoir quelque chose qui est durable. C'est illogique en fait de détruire quelque chose pour éventuellement le reconstruire. Et on est sur un système en fait qui s'auto-entretient. Une fois qu'on a compris les grandes clés en fait de fonctionnement de sol, de fonctionnement de la plante elle-même, on se rend compte que la plupart des pratiques dites modernes, à l'inverse d'alternatives, attention, sont en fait, elles détruisent les sols et potentiellement ont des impacts supplémentaires, ne serait-ce que sur l'environnement direct et sur la santé humaine, enfin santé des animaux et santé humaine. Mais pour le coup, la permaculture, c'est logique parce qu'il n'y a pas besoin d'acheter d'intrants chimiques. On est sur une production qui est. On n'a pas besoin d'intrants externes fabriqués par d'autres personnes. On fait tout soi-même. Et potentiellement derrière, alors il n'y a pas encore assez peut-être de recherche scientifique sur le sujet, mais en termes de production, on est sur des légumes qui sont beaucoup plus qualitatifs. Et alors, ce qui est assez marrant, c'est que quand on se penche vraiment sur, pour le coup, les études en cours, on se rend compte que tout système durable doit être ultra productif. On aurait tendance à penser le contraire. Et en fait, on se rend compte que c'est une ultra productivité. Il faut maximiser la photosynthèse et la maximiser aussi en maximisant la biodiversité de ce qui génère de la photosynthèse. On se rend compte qu'au fur et à mesure, on améliore les sols, on produit encore plus et on augmente la capacité à produire, sans forcément d'intrants chimiques derrière. Donc c'est hyper intéressant, il y a énormément de recherches à l'INRAE, CIRAD, il y a des conférences absolument admirables sur le sujet et il y a certaines choses qui sont en train d'être explorées qui sont profondément intéressantes. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que des recherches que j'ai faites et de ce que tu es en train de dire, il faut quand même préciser aussi que le secteur agricole, c'est le deuxième plus gros émetteur de gaz à effet de serre après les transports et à l'échelle mondiale, c'est à peu près un quart des émissions de gaz à effet de serre. Et donc en fait, cette permaculture, elle pourrait révolutionner l'agriculture avec ce côté de reproduire le fonctionnement de l'agriculture, mais tout en créant un écosystème harmonieux. Et est-ce que tu penses que on va plus aller vers cette permaculture ou est-ce que tu t'es pas posé la question quand tu as découvert tout ça de se dire mais pourquoi c'est pas plus mis en place en fait de nos jours? Alors pourquoi c'est pas plus mis en place? C'est parce que simplement en fait ces techniques-là sont pas applicables à la grande échelle potentiellement. Alors potentiellement parce qu'il y a des solutions qui sont faisables à grande échelle. Il y a en plus de ça, c'est comme dire si tout le monde faisait du sport, on aurait moins de problèmes de santé. Et le problème, c'est que tout le monde fait pas du sport. Et surtout, faire du sport, c'est un processus long qui implique des changements sur plusieurs saisons à nouveau. Et ça se fait pas en un claquement de doigts. Donc, ça prend plusieurs années. Ce qui est intéressant, c'est que certaines techniques sont hyper applicables avec une période de transition, parce qu'à nouveau, ça se fait pas d'un coup. Et ce qui est doublement intéressant, c'est qu'une fois que les personnes qui travaillent le sol, alors travailler le sol, c'est un terme, c'est un peu contradictoire parce qu'il ne faut pas travailler un sol, il faut le laisser travailler justement. Une fois que ces personnes qui cultivent à très grande échelle peuvent comprendre que on peut ne plus travailler le sol, faire en sorte de l'améliorer d'année en année tout en baissant la charge des intrants chimiques, on se rend compte que ça veut dire qu'il y a plus de bénéfices derrière. Donc à partir du moment, je pense que ça va changer à partir du moment où les gens qui produisent vont se dire tiens, je peux baisser mes charges, je peux gagner encore plus de blé, allons-y. Et puis en plus c'est bon pour le sol et c'est bon pour la planète, et ça va me faire une bonne image de marque et ça sera encore mieux. Donc à nouveau, tout fonctionnera que par le gain, on va dire monétaire que cela pourra générer. Les particuliers comme moi par exemple, c'est la chose la plus logique parce que à quoi bon acheter des sacs d'engrais pour foutre dans le jardin, ça n'a aucun sens alors qu'on peut faire ça à petite échelle. Mais à grande échelle, ça changera à partir du moment où il y aura beaucoup plus de subventions, beaucoup plus d'accompagnement sur la transition, beaucoup plus de formation et surtout à partir du moment où il y a cette étincelle qui fait dire à la personne qui cultive
ah ouais, je peux gagner plus d'argent, bah let's go. Ouais, c'est terrible d'en arriver là, mais c'est vrai que c'est sûrement comme ça que ça viendra, effectivement, ouais. Ah oui, oui, clairement. Après, il y a toujours des personnes qui ont la révélation, on va dire, ah bah non, il faut que ça soit pour le climat, pour le sol, pour le machin, mais le plus gros incentive, hein, ça reste quand même l'argent, hein, c'est le nerf de la guerre, c'est le flux principal, on va dire. Le cycle principal même, je dirais. Mais on y va progressivement, c'est toujours long parce qu'il y a plein de techniques où après derrière il faut quand même des preuves par A plus B, des preuves scientifiques, des doubles aveugles et tout le tralala pour convaincre des années de cristallisation de pratiques agricoles. Qui somme toute, hein, pareil, je jette pas la pierre, hein, ça reste quand même une pratique qui nourrit énormément de gens. Mais là, pour le coup, avec ce type de transition, on pourra nourrir énormément de gens, mais mieux. C'est clair. Et toi, au quotidien, dans l'entretien de ton potager, de tout ce que tu as sur ton terrain, comment tu l'appliques, cette permaculture? Comment je l'applique? Alors, il y a le truc à nouveau, je redis, hein, permaculture, c'est vraiment un énorme mot très fourre-tout où on va faire en sorte de respecter certains cycles euh, de manière un peu plus scientifique, les cycles du carbone, cycle de l'azote, cycle de l'eau, et ainsi de suite. Et surtout de faire en sorte de soutenir la santé des sols. Donc en fait, toutes les actions qui peuvent mener à faire en sorte que les cycles fonctionnent bien de manière fluide et de faire en sorte que les sols / la microbiologie des sols soient en bonne diversité et bien présente, bah en fait, tout ce qui peut amener à ça est forcément bon. Et on se rend compte que c'est tout aussi simple que de mettre un maximum de carbone, un maximum de BRF, de matière organique, de je ne sais quoi, et de laisser travailler, d'être un peu patient. Et la deuxième chose dont pareil, on parle un peu moins après, mais ça se fait de plus en plus en agriculture et même de l'agriculture un peu plus intensive, un peu plus intensive, un peu plus industrielle, c'est les couverts permanents ou du moins les couverts d'interculture. Donc pour le coup, en fait, on se rend compte à nouveau que un sol nu, c'est un sol qui va vers une dégradation. Et pour maintenir une santé des sols, il faut que le sol soit au maximum couvert toute l'année durant, pour justement maximiser la photosynthèse. Parce que la photosynthèse, en gros, je vais faire un parallèle très simple et très rapide, c'est on absorbe de l'énergie du soleil et entre guillemets, on va stocker de l'énergie dans le sol. C'est vraiment comme une grosse batterie dans laquelle on stocke, et pour faire en sorte que ça soit toujours plein, il faut qu'il y ait toujours de la photosynthèse. Donc on va dire que c'est plus ça, et puis évidemment il y a toujours de faire en sorte qu'il y ait de l'eau pour que ça soutienne la microbiologie des sols et la plante. Ok. Et j'aimerais bien rebondir sur une chose dont tu as parlé plusieurs fois, et même dans tes autres podcasts, je t'entendais revenir sur cette notion de cycle. On dirait que ça a quand même gouverné beaucoup une partie de ta vie, différents cycles qui commençaient, qui s'arrêtaient, qui reprenaient. Et justement, toute cette, tu le disais, cette patience par rapport à tout ce que tu entretiens au quotidien, ces différents cycles, est-ce que tu retrouves quelque chose de presque méditatif, en fait, de te retrouver à patienter du moment où tu plantes tes graines, après tu récoltes ensuite tes productions? Est-ce que tu te laisses un peu bercer par tout ça? Je sais pas parce que je regarde pas vraiment, mais ce qui est intéressant, c'est que depuis que je suis revenu à la campagne, ça va paraître très naze dit comme ça, mais j'ai l'impression de revivre les saisons pour de vrai, de vraiment voir les changements, d'observer en fait. Donc vraiment d'accorder plus d'attention à l'observation, et la méditation c'est l'observation, on va dire. Et pour le coup de reconstater que tout n'est que cycle à 100%. De nous-mêmes, hein, on vit, on est malade, on meurt. Pour faire simple. Et tout est comme ça. Tout est comme ça. Idem pour les plantes. Ça naît, ça grandit, c'est malade, ça meurt, ça nourrit le sol, et ainsi de suite. Et donc là, on arrive vers la fin de ce podcast. Donc, ta source de bien-être au quotidien, toi, tu dirais que c'est quoi? Est-ce que c'est prendre soin de ton jardin? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui rentrent en jeu? Ah ouais. Alors, comment dire? Prendre soin du jardin, oui, c'est beaucoup de satisfaction. C'est surtout de la satisfaction quand je vois que les plantes que je mets en terre deviennent heureuses et commencent à donner. Et c'est là je réalise que les cycles sont à peu près bien respectés pour le moment. Et en fait, juste de me projeter dans ce que va être le terrain dans 10 ans, rien que ça m'éclate.
Donc c'est une source de bonheur juste de me projeter, de me dire dans 10 ans j'aurai des yuzu, j'aurai des mandarines satsuma, plein de pommes et de réfléchir à tout ce que je vais pouvoir faire avec. Et c'est vraiment cette fascination de l'abondance du vivant qui est profondément satisfaisante. Quand on voit tout ce que peut donner une plante et chaque année quasiment durant, c'est absolument c'est démentiel. C'est juste incroyable. Pareil, ça paraît bête, mais je pense qu'il y a que les gens qui sont vraiment confrontés à ça de très près, en fait, qui se rendent compte de ce propos-là, qui peut paraître très candide, que dit comme ça. Non, non, moi j'aime bien. Et est-ce que tu as d'autres sources de bien-être au quotidien? Eh ben oui, beaucoup de sport, énormément de sport. Je fais du sport 5 fois par semaine, 3 fois en coaching perso et 2 fois en club de boxe. Et pour le coup, ça, j'ai envie de dire, c'est le pilier de mes semaines. C'est vrai? Ouais, c'est hyper important. Alors c'est du sport, il y a un peu de tout, hein. Il y a du cardio, il y a de la fonte, il y a de la mobilité, beaucoup de mobilité aussi, parce que déjà c'est important pour les arts martiaux, et puis en plus de ça, c'est d'autant plus important pour vieillir et, et pour compléter les muscles. Et pour le coup, non, c'est hyper important. Je fais beaucoup de sport sur le terrain, dans la mesure où je déplace toujours des trucs, je coupe du bois, je fais ci, je fais ça. Mais en plus de ça, une activité sportive de haute intensité, pareil, c'est important au même titre qu'une bonne alimentation variée. Donc pareil, hein, c'est une autre source de satisfaction, ça reste quand même la bouffe. Ça restera sûrement toujours aussi la bouffe. Et encore plus tout ce qui vient du potager, dans la mesure où ça a le goût de la satisfaction de ce qu'on a pu faire pour faire pousser ça. Oui, parce que ce que tu essaies de montrer aussi dans tes vidéos, c'est ce côté du potager jusqu'à l'assiette, parce que donc tu as donc progressivement arrêté ces vidéos humoristiques pour te tourner plus vers des vidéos donc cuisine maintenant. Tout à fait, donc c'est vraiment maintenant ces vidéos, il y a eu une transition où c'était vidéo 100% cuisine, et maintenant c'est et gestion de propriété, jardin, potager et en plus la cuisine. Donc j'ai presque envie de dire c'est presque du lifestyle quelque part, alors que je crachais sur la profession il y a quelques années de ça, enfin je rigolais du moins, les vlogs, les machins, les trucs, et finalement je refais sensiblement la même chose, avec une narration en plus. Et c'est marrant comme exercice. Comme tu le disais, c'est des cycles, tu es parti dans un nouveau cycle en fait. Ah oui, et là ce cycle il risque d'être assez long, parce que de tout ce que je plante aujourd'hui, je n'en verrai que les fruits là dans 3, 4, 5, 6 ans. Littéralement. Ah oui, littéralement, voilà. Et il y a 3 hectares 5, donc il y a beaucoup d'arbres à planter. Ça fait du travail. Et est-ce que tu pourrais peut-être, ou c'est peut-être encore trop secret, nous en dire plus sur comment tu vois ta chaîne évoluer? Est-ce que tu veux rester plus orienté là-dessus, ou après si c'est encore trop secret, il n'y a pas de souci? Ah non, je pense dans tous les cas, là ce qui se passe actuellement, c'est que sur les réseaux, donc TikTok, Instagram, les réseaux un peu vidéo verticales, je publie du contenu, mais qui est très court parce qu'il est normé par le format des Reels, par exemple, qui est limité à 90 secondes pour le moment, me semble-t-il. Donc ça fait quand même des formats très très courts, avec une narration voire trop rapide. C'est un exercice qui est marrant parce que c'est facile à produire, c'est dynamique. J'y retrouve un peu comment dire, je m'éclate bien niveau montage, mais en même temps, en termes de propos, ça reste quand même très superficiel. C'est une narration, c'est une petite histoire gentillette et rapide. Et je pense à terme refaire des formats longs, donc qui seront toujours lifestyle, hein, gestion de propriété, les saisons, les machins, potager et cuisine, voire DIY, bricolage et même rénovation, parce que j'ai quand même une grange à retaper. On ne t'arrête plus en fait. Ouais, là, ça va être délire. En plus, la grange, j'aimerais bien vraiment la retaper, vraiment faire de la rénovation dite écologique, pareil, ce mot qu'on estampille un petit peu partout. Mais de la rénovation surtout éco/logique. Et il y a moyen de faire un beau truc sur cette grange. Et pour le coup, ça viendra dans quelques années quand il y aura les finances et le temps. Mais non, faire des formats beaucoup plus longs, c'est quelque chose que pas mal de personnes me réclament pour le coup, de voir un peu plus ce que je fais en détail, pourquoi je le fais. Et ouais, je pense que ça va venir, de refaire des belles images à l'horizontale. Hâte de découvrir tout ça. Et pour terminer, est-ce que tu pourrais nous partager ton coup de cœur du moment? Donc ça peut être soit un livre que tu as bien aimé, une série, un film. Est-ce que tu as quelque chose qui te vient là?
Oui, alors c'est pas du tout une œuvre littéraire créative ou cinématographique créative ni divertissante. C'est à nouveau, on repart dans la microbiologie des sols. Récemment, j'ai lu l'ouvrage de Jeff Lowenfels qui s'appelle Teeming with Bacteria, je pense, ou Microbes. Il y a deux tomes différents. Il y en a un qui est beaucoup plus ancien et l'autre qui est plus récent et qui traite des récentes découvertes de Dr. James White sur le cycle de la rhizophagie. Donc le cycle de la rhizophagie des plantes, il a été démontré assez récemment que les plantes, en fait, alors je fais un très très gros guillemet là-dessus, mais sont carnivores presque, dans la mesure où elles mangent des bactéries, en fait, qui par le bout des racines. Les bactéries sont intégrées dans la plante et elles sont entre guillemets passées dans une machine à laver. J'ai presque envie de dire, je vais le dire très grossièrement sans être trop relou. Et donc ces bactéries en fait se retrouvent sans membrane, se multiplient. Une partie des nutriments sont extraits des bactéries, donc on se rend compte que les plantes se nourrissent de bactéries littéralement. Et après, en fait, par diverses réactions chimiques, en fait, ces bactéries donc déjà se multiplient et surtout s'accumulent. Et une sorte de pression se fait, et elles sont relâchées. Et par ce relâchement, en fait, il y a les radicelles, donc les petites racines des racines, qui se forment. Et on se rend compte qu'en fait, la formation de racines est étroitement liée aux bactéries. Et non pas, et la fonction première, en fait, serait non pas d'aller chercher les nutriments dans le sol ou même l'eau, ça serait de bouffer des bactéries. Et ces bactéries, donc, qui sont encore vivantes pour la plupart, sont recrachées dans le sol et elles se remultiplient. Et en fait, le parallèle qu'on peut faire, c'est que non seulement elles bouffent des bactéries, les carnivores, mais en plus, elles font de l'élevage de bactéries parce que ces bactéries se reproduisent et après, elles se resserrent dans ces réserves-là en fonction des nutriments dont elle a besoin ou des choses qu'elle veut manifester en termes de changement de pH redox des sols. Donc, c'est c'est absolument passionnant. Et c'est un ouvrage un peu technique. On est en train de découvrir toute ce nouveau modèle de fonctionnement. C'est assez nouveau, ça ? Oui, c'est très nouveau parce que James White, c'est 2018. Il y avait des premières études qui remontent un petit peu avant ça, mais avant que ça soit démontré par James White. Lowenfels, je crois que c'est 2022 son bouquin, si je dis pas de bêtises, ou 21, j'ai un petit doute. Et je pense que Cyrad, INRAE, tout ça, ils sont très très bien au courant et qu'il y a certaines recherches qui prennent appui également sur ça. Et aussi tout ce qui est justement pH redox de la plante, surtout la plante, des sols et de la plante. Et il y a beaucoup de recherches qui se font en ce moment sur la vigne, sur ça, et c'est absolument passionnant. Donc comment on pourrait faire en sorte d'avoir des plantes en meilleure santé pour avoir des animaux en meilleure santé et des humains en meilleure santé. Somme toute de la logique, on s'en doute, mais il faut le prouver scientifiquement. Et il y a des gens qui bossent sur ça et c'est absolument admirable. Bah, ça me fait une bonne transition pour mon petit coup de cœur du moment, si je peux me permettre d'en donner un aussi. De mon côté, ça va être un film, en fait, je ne sais pas si tu l'as vu, ça s'appelle Un monde plus grand, de Fabienne Berthaud avec Cécile de France, donc je crois qu'il est de 2019, il n'est pas récent. Et donc, en fait, c'est l'histoire, ça me rappelle un peu ce que tu disais d'une femme qui est partie donc en Mongolie pour aller faire des captations de sons pour un reportage de la BBC, et elle se retrouve au milieu de chamans. Et en fait, elle va se retrouver dans tout un apprentissage, ce qui fait que quand elle va rentrer en France, elle va chercher à démontrer scientifiquement, donc comme tu l'expliquais pour ce qu'on essaie de faire pour les vignes, les bactéries et les plantes, elle va essayer de démontrer scientifiquement qu'il y a vraiment que la transe c'est possible et que c'est pas juste des inventions des chamans. Donc c'est un film fascinant que je recommande fortement. Donc j'espère qu'après toute cette discussion, ça va donner envie aux gens de pourquoi pas se relancer dans un potager, s'informer un petit peu plus sur l'agriculture et pas juste avec des émissions style L'amour est un pré, mais vraiment d'être au plus près de la terre, d'aller plus voir les maraîchers, d'aller faire son marché et pas juste aller acheter ses fruits et les légumes comme ça, importés d'Espagne dans les supermarchés. J'espère que ça va aussi donner envie aux gens d'en apprendre un petit peu plus sur le Népal et pourquoi pas, comme je le disais, j'espère qu'on en reparlera avec Mathieu Ricard dans un épisode par la suite. Et puis, on va voir comment va évoluer ta chaîne. On va être en suspens pour voir comment ça évolue. Donc, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté mon invitation et puis à très bientôt. À très bientôt. Salut. Merci à vous. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a permis de vous évader, de voyager,
avec des pistes et des idées pour prendre soin de vous. N'hésitez pas à évaluer ce podcast et à le partager. À bientôt.